Le général de Gaulle se rend à Béthune, ville charbonnière, pour convaincre les mineurs de travailler davantage. En octobre dernier, 1,5 million de tonnes sont sorties de notre sol. Après la libération, ils en étaient à 40% de l'extraction d'avant-guerre. Les voici à 75%. Je suis sûr qu'ils iront bientôt jusqu'à 100% et davantage. Les mineurs vont saluer le héros de la guerre. Mais il ne va pas les convaincre de retrousser leurs manches. La démobilisation des mineurs est aussi politique. Les compagnies minières sont des entreprises privées, détenues par des actionnaires qui ont produit pour l'occupant, expédié du charbon français vers l'Allemagne pour alimenter l'effort de guerre du Reich. Il faut dire les choses comme elles sont. Sous l'occupation, la mine, en particulier dans le Nord, c'était à Bagne. Les compagnies minières ont poussé à fond à la production pour les Allemands. Pendant l'occupation, encadrés par la résistance communiste, les mineurs ont tenté de ralentir ce pillage du charbon. Dans le maquis de leur galerie, ils ont multiplié les sabotages et osé la grève. C'était pas de gaieté de cœur que les mineurs travaillaient, et chaque fois qu'ils le pouvaient, ils diminuaient la production par toutes sortes de moyens. Lorsqu'un officier allemand descendait voir à la mine ce qui se passait, il insultait ces mineurs, fainéants, tu vas bien travailler, etc. Et l'ingénieur passait outre avec les Allemands, et aussitôt qu'ils étaient passés, tout le monde s'asseyait. Et on faisait le moins de production possible. Beaucoup ont été arrêtés, fusillés ou déportés. En 1945, les mines n'ont pas été épurées. Les mêmes patrons les dirigent. Pouvait-on leur en vouloir, eux qui étaient presque tous communistes, de renâcler à travailler sous les ordres des petits chefs collabos qui ont gardé leur poste depuis la libération? L'épuration a été mal faite dans un certain nombre de puits. Et là où elle avait été mal faite, il y a eu des conflits du travail relativement nombreux. La mine est plus qu'un simple travail. Elle est toute leur existence. Et ils veulent travailler en confiance. En 1945, seul le Parti communiste, parti des fusillés et des résistants, auréolé de gloire dans ces années d'après-guerre, va parvenir à parler aux mineurs. Tous les mineurs, de père en fils, en venant au monde, on était communistes. Mais c'est clair, on était tous des travailleurs, c'était ça, simplement. Et qui s'est défendu le travailleur? C'était la CGT, le Parti communiste. Au puits où j'étais, il y avait 500 mineurs, il n'y en avait que 2 qui n'avaient pas leur carte syndicale. À sa tête, Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, fils et petit-fils de mineurs. À cette époque, les communistes sont puissants. Ils ont des ministres au gouvernement et ils veulent prouver qu'ils sont capables de gérer les affaires de la France. C'est que tous ensemble, Françaises et Françaises, nous devons nous atteler résolument à la tâche. Que tous ensemble, et sans tarder, nous devons entreprendre un effort tenace et prolongé afin de relever notre économie nationale. En juillet 1945, Maurice Thorez décide de prendre le problème du charbon à bras-le-corps. Il écrit un discours à l'adresse des seuls mineurs. Le 27 juillet, le parti organise un rassemblement à Oisier, petite cité minière du Nord. De tous les puits alentours, les mineurs se déplacent pour écouter Maurice Thorez, le fils du peuple. Il va les galvaniser. Assez n'est que produire, produire, encore produire est la forme la plus élevée de leur devoir de classe, de leur devoir de français.
que les paresseux ne seront jamais de bons communistes, de bons révolutionnaires. L'intérêt du peuple, l'intérêt de la classe ouvrière est de travailler et de produire. Produisez, produisez, produisez encore. À mon avis, le facteur décisif, ça a été le discours de Maurice Thorez à Vasier, où Maurice Thorez est venu pour rappeler les mineurs à se remettre normalement au travail. Et Maurice Thorez a eu cette phrase qui a été entendue par les mineurs. Produire, c'est votre devoir de classe, c'est votre devoir de français. Et à partir de là, on peut dire que la bataille de la production a été réellement lancée, à partir de Vasier, juillet 1945. Dans tous les puits de France, les délégués communistes et les élus CGT vont motiver les mineurs. Les pousser à produire et à oublier le temps de la grève. Quand le Parti communiste explique qu'il faut travailler, reprendre le travail normalement, que c'est nécessaire pour sauver la France, sa parole a beaucoup d'écho. Tout le monde était motivé pour la bataille du charbon. Et d'ailleurs, il y avait des grandes pancartes, la bataille du charbon, en route pour la bataille du charbon. Alors on a mis le drapeau bleu-blanc-rouge en haut des moulettes, en haut des chevalements, et tout le monde était content. Il fallait produire du charbon pour toute l'industrie française. On a appelé les mineurs à un grand sursaut national. Le charbon devient l'essentiel, le nerf d'une nouvelle guerre, le sang de la reconstruction de la France. Les communistes vont faire des mineurs des ouvriers exemplaires, les soldats de la mine, les voltigeurs de la bataille du charbon. Ils étaient encore affaiblis par les privations de la guerre et malgré tout, ils se dévouaient. Ils faisaient 54 heures par semaine. Ils laissaient leur congé payé ou la moitié de leur congé payé à la France pour continuer à faire la production. Ils ont travaillé de nombreux jours de fête, à la Toussaint, à Pâques, etc., etc. On a travaillé le dimanche. On a même eu travaillé des jours fériés. On avait demandé aux mineurs de faire beaucoup. Le gouvernement ruiné par la guerre était incapable d'améliorer la qualité de l'équipement pour augmenter la production de charbon. Tout l'effort va reposer sur le rendement des mineurs. Dotés de matériel à bout de souffle, ils vont travailler comme des forcenés. Une véritable frénésie productiviste anime alors les entrailles de la terre. Pour les motiver, leurs salaires sont revalorisés. Les mineurs à l'abattage savaient qu'ils allaient gagner de plus. Alors on forçait, au lieu de prendre 2 mètres, ils prenaient 3 mètres et puis ils gagnaient de plus. Il y avait le chef de tac qui avait gagné un vélo. Il y avait un enthousiasme, il y avait une émulation. Il y avait même des concours pour gagner un cochon ou un vélo, mis comme prix dans les puits. Il y avait là une émulation et les mineurs aimaient bien ça, d'ailleurs. Ouais. L'objectif est fixé à 100 000 tonnes par jour. Toute une stratégie de communication inspirée du stakhanovisme soviétique se met en place. Le mineur va être glorifié comme un héros de champ de bataille et montré en exemple à toute la classe ouvrière et à la nation. Du charbon, du charbon. La France se chauffera-t-elle? L'industrie pourra-t-elle fonctionner? Les roues tourner, les métiers travailler? C'est de la mine que tout dépend. Les hommes du pays noir ne sont pas avares. Pourtant, leur métier n'est pas doux. Pourtant, leur situation au lendemain d'une guerre de 6 ans n'est pas enviable. Et dans ces circonstances difficiles, le charbon sort. La bataille du charbon devient un événement national. Tous les moyens de persuasion de masse de l'époque sont mobilisés. Affichage, presse, radio, actualité cinématographique.
La bataille du charbon est orchestrée comme une compétition. Une course contre la montre entre équipes, avec ces champions qu'il faut encourager et admirer. Alors qu'en 1919, il avait fallu 5 années pour compenser la perte causée par la guerre, en 1945, moins de 2 années suffisent à combler le retard. Les mineurs relèvent la France avec leurs pics, avec leurs bras, avec leur cœur. Les mineurs se sacrifiaient pour la France, pour la renaissance rapide de l'industrie française. Ils étaient fiers, comme peut-être un sportif avec ses exploits sportifs. Je crois que c'est ça.